Les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral ont prêté serment ce vendredi à la Cour de cassation en présence du ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, des représentants des 3 pouvoirs et des membres du corps diplomatique. Dans son discours de circonstance, le président de la Cour de cassation, Maître Anel Alexis Joseph, a invité les conseillers électoraux à organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Préparez-vous à repousser avec indignation les corrupteurs qui cherchent à vous avoir. Dénoncez-les. Votre institution représente l'un des maillots les plus précieux dans l'organisation du développement du pays. Suite à leur prestation de serment à la Cour de cassation, les 9 membres du CTCEP ont été installés à leur poste au local du Conseil à Pétionville. C'est le ministre de la Justice, Maître Jean-Renel Sanon, qui a procédé à l'installation des 9 nouveaux membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Un événement historique selon le garde des Sceaux qui se réfère aux multiples péripéties qui ont ponctué la marche vers la mise en place de cette structure. Dans son allocution de circonstance, Maître Sanon a rappelé combien il était important pour le chef de l'État d'organiser les élections, contrairement à ce qu'en pensent certains secteurs. Désormais, une nouvelle étape vient d'être franchie. Une responsabilité immense repose sur les conseillers, reconnaît le ministre de la Justice. Vous allez travailler dans l'indépendance. Certes, il ne faut jurer de rien, surtout en politique. Mais je crois savoir que vous aurez toutes les garanties d'indépendance nécessaires à ce travail démocratique que vous êtes appelés à accomplir. Les enjeux électoraux sont sérieux et mettent en cause toutes sortes d'émotions et de passions. Il faut donc vous armer de courage, tremper l'acier de vos personnalités dans la sérénité et en appeler une fois de plus aux intérêts supérieurs de la nation. Dans cette même logique, la directrice générale du Conseil électoral estime que la mission des membres du CTCEP est à la fois noble et complexe. Gabrielle Hyacinthe n'y va pas par 4 chemins pour leur rappeler qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et justement, dans le souci de bien faire, des dispositions sont déjà prises en vue de renforcer l'institution électorale. Il s'impose à nous de mettre en place des mécanismes pour consacrer la participation des femmes et des personnes handicapées. Et c'est en vous donnant la garantie d'une collaboration franche et efficace que je vous fais la ferme promesse de mettre en œuvre la stratégie qui devra être définie afin de vous permettre d'accomplir votre mission. Prenant la parole à cette occasion, au nom de tous les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent, 2 des 3 représentants du CSPJ, Carole Floréal du Clairville et Léopold Berlanger, ont réitéré leur engagement à bien remplir la tâche qui leur incombe, comme ils en ont fait le serment à la Cour de cassation. Une fois installés, ils promettent de se mettre au travail. Peu de temps après leur installation, les 9 membres du CTCEP ont procédé à l'élection d'un bureau. Emmanuel Ménard devient président de l'organisme électoral. Marie Cluny Dumais-Miracle occupera le poste de vice-président. De son côté, Marie-Carole du Clairville-Floréal est élue secrétaire générale et Pierre Simon-Georges est trésorier de l'institution électorale. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a salué dans un communiqué l'installation des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral. Selon le gouvernement américain, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ont franchi une étape importante vers l'organisation des élections. Il rappelle être toujours engagé à supporter le peuple et le gouvernement haïtien sur le long terme afin de construire un avenir plus stable et prospère. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a encouragé le chef du gouvernement haïtien à entreprendre tous les efforts pour organiser des élections législatives et locales avant la fin de l'année. Il a fait ces déclarations lors d'une rencontre avec le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte en visite officielle aux États-Unis. M. Ban Ki-moon a réitéré l'engagement de l'organisation à aider le gouvernement d'Haïti dans sa lutte pour éradiquer le choléra et a exhorté le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires sur la question des résidents des camps à risque d'expulsion forcée. M. Bang a également appelé à l'élan pour éradiquer la pauvreté et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans les 1000 prochains jours.
Toutes les dispositions sont déjà prises pour assurer la sécurité des chefs d'État et de gouvernement qui participeront au 5e sommet de l'AEC en Haïti du 23 au 26 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Pierre-Richard Casimir, lors d'une conférence de presse conjointe donnée ce vendredi avec le responsable du service de la circulation Will Dimanche. Ce dernier a fait remarquer que certains axes routiers de la capitale seront bloqués à la circulation alors que d'autres seront tout simplement interdits aux poids lourds. Nous attendons à ce qu'il y ait une participation d'environ 500 personnes, 500 étrangers, qu'à présent dans le sommet ça, qui 500 étrangers ça y a préparé dans 25 États membres qui sont membres permanents, proprement dit, et 5 États associés, et également des invités spéciaux et des journalistes. Et environ, naturellement, il y a possibilité de 30 chefs d'État, mais pour le moment, nous avons environ 13 chefs d'État et de gouvernement qui ont déjà confirmé participation. Et il y a à peu près 300 délégués qu'à présent, et ceux non compris ambassadeurs, ministres des Affaires étrangères qui ont accompagné différents chefs d'État et de gouvernement. Et 24 avril, c'est des réunions préparatoires, côté que il y a des cadres, des directeurs généraux, des gens qui ont fait partie de différentes délégations qui ont participé dans les réunions préparatoires. Et 25 avril, le ministre des Affaires étrangères et l'autre ministre qui a accompagné la délégation a bien une grande réunion préparatoire et véritablement plus gros jour sommet le 26 avril qui c'est jour côté chef d'État et de gouvernement à réunir et différents chefs d'État à présent. Toute unité spécialisée dans la police nationale pour aller en branle pour nous garantir que l'événement ça passé, même j'en étais passé pour CARICOM. Au niveau circulation, nous-mêmes, nous prenons toutes dispositions par nous. On a commencé à mettre l'embranle à partir du 20. Nous avons un certain artère qui pourra aller assainir par le service de la circulation. Nous avons des carcasses de véhicules, des stations anarchiques, des véhicules abandonnés que nous pourrons enlever sous tronçon ça et aire de stationnement pour dignitaires c'est nous-mêmes qui gérer au niveau circulation pour toute bagaille passer bien. Nous gagnons service remorquage qui pourra signaler tout parcours côté que cortège gain pour y passer pour pas gagner obstacle qui est capable de causer et d'autres choses qui capable faire un handicap pour l'autre unité de la police nationale au point de vue sécurité pour être capable de faire et travailler bien. Depuis quelques mois, des lampadaires solaires sont placés sur plusieurs grandes artères de la capitale. C'est un geste apprécié des citoyens de Port-au-Prince qui encourage l'initiative tout en souhaitant sa pérennisation. Et si rouler à Port-au-Prince de nuit n'était plus un défi? Et si l'obscurité ne se faisait plus complice des bandits dans leur forfait? Et si Port-au-Prince était éclairé? Certains diraient en rêve. Il suffit d'emprunter la route de Delma, celle de l'aéroport ou celle de Bourdon pour comprendre que l'on ne rêve pas. À l'initiative de l'EDH, la compagnie ASEM installe des lampadaires solaires sur plusieurs grandes artères de la capitale. Il est 11h du soir, les techniciens sont à pied d'œuvre sur Delma. Projecteurs, machines, génératrices, enfin toute une batterie d'équipements sont mobilisés pour ce travail. On place les poteaux, fixe les séparateurs, installe les panneaux solaires et les lampadaires. Une initiative qui provoque la sympathie des citoyens, tous secteurs confondus. Les chauffeurs en sont les premiers bénéficiaires et le revendiquent. Qu'ils assurent les transports en commun ou conduisent leurs véhicules privés, qu'ils soient chauffeurs de taxi-moto, tous ils ont leur raison d'encourager l'action. Pour moi, c'est une belle balle parce que le pays a commencé belle là. Avec Pétionville la voile belle là. Pour éclairer pour moi, je vais courir sans lumière. Le pays est bon pour la sécurité, il est bon pour le monde qui conduit, il offre pour aller. Métropole, un petit moto là, zami pam, zenglin de tout bateau, y a fouillé moun. Même avec moto, ça me met là, descend net Delma, ni sous l'aéroport, m'pas gagner, m'pas rien du tout. Que dire des marchandes qui désormais quittent le trottoir vers minuit plutôt qu'à 10h, comme c'était le cas avant l'installation des lampadaires. Parce que je ne connais pas encore. Gloire à Dieu. Il est bien pour moi parce que je utilise gaz, baleine. Il est très intéressant pour moi. On ne saurait imaginer la quiétude d'esprit des piétons dans ces zones désormais éclairées. Un pas en plus dans la lutte contre l'insécurité, estime-t-il. À
continuer grâce à Michel Martel qui fait une lumière là pour me clairer, Zenglen donc on prend valise, on est allé ensemble avec lui. Là, ça va faire encore. Certains vont même jusqu'à prodiguer des conseils aux autorités pour la maintenance de ces matériels. D'autres se proposent de veiller au grain. Les grèves dans la faut que sécurité qu'on est négocié des autres on doit faire balle là-dedans faire coup de roche là-dedans mais faut que sécurité pour ça. Nous devons protéger pour que yo capable durable et même si on l'autre monde t'a écraser nous devons dire non. C'est détruire bien pays. Si vous voulez constater de visu, descendez la route de la Boule un soir, traversez Pétionville. Par Delma ou par Bourdon, rendez-vous sur le boulevard du Bicentenaire jusqu'à la route des Rails à Carrefour. Pour l'instant, quelques inquiétudes demeurent. Ces installations résisteront-elles à la saison cyclonique qui s'annonce? Ne seront-elles pas oubliées dès la première panne? En attendant, certains en profitent bien et estiment que c'est un pas vers la reprise de la vie nocturne à Port-au-Prince. Le ministère de la Santé publique a lancé la deuxième phase de formation des agents de santé communautaires. Ces agents de santé, qui sont au nombre de 2000 sur le terrain, ont pour mission de délivrer des soins de base à la population dans chaque commune. La santé de la population est devenue plus que jamais la priorité de la ministre Florence Duperval. Elle explique que le ministère multiplie les efforts pour satisfaire les citoyens en ce sens. La mise sur pied d'un réseau d'agents de santé dans chaque commune et dans chaque département est la grande préoccupation du ministère pour l'heure, a fait savoir la ministre. Aujourd'hui, le pays compte environ 2000 agents de santé bien formés. Le ministère va former 2000 autres agents pour donner des soins de base à la population à travers le pays. Dans cette optique, le ministère a lancé la deuxième étape de formation à l'intention de nouveaux agents, souligne la ministre Florence Duperval. L'hôpital a marché mieux s'il y a des actions de prévention que nous prenons qui partent de la communauté même. Ça veut dire que agents de santé communautaire polyvalents, ils trient à partir de comportements dans la communauté côté ils vivent là. Ça veut dire que les gens qui étaient les organes pas capable agent Port-au-Prince. Les gens qui étaient Carrefour pas capable agent à Cachon. Donc chaque monde c'est à partir de ces premiers critères là faut vivre dans la communauté. En 2015, le ministère envisage de former un total de 10 000 agents de santé communautaires polyvalents pour relever le défi du manque de soins de santé de base dont souffre la population haïtienne. À l'occasion de la cérémonie de clôture du 3e congrès des écrivains de la Caraïbe, le Grand Prix littéraire de l'Association des écrivains de la Caraïbe a été décerné le samedi 13 avril à l'écrivain haïtien Edwidge Dantica pour son ouvrage intitulé « Créer dangereusement l'artiste immigrant à l'œuvre », paru aux éditions Grasset. C'est à Earl Lovelace, l'écrivain trinidadien récompensé lors du 2e congrès des écrivains de la Caraïbe en 2011, qui est revenu l'honneur d'annoncer le résultat du Grand Prix de l'Association des écrivains de la Caraïbe pour cette 3e édition. Et c'est l'écrivaine haïtienne Edwidge Danticat qui a été récompensée pour son roman Creating Dangerously, une suite d'essais où l'auteur qui vit à New York considère les dilemmes existentiels de la diaspora haïtienne. C'est Russell Banks qui était l'invité d'honneur de ce 3e congrès des écrivains de la Caraïbe. Le romancier américain souligne que cet échange entre écrivains de si nombreux pays est unique au monde et crée un esprit particulier. L'esprit de collaboration et de collégialité qui règne ici parmi ces auteurs de tous ces pays différents, cela n'existe vraiment pas ailleurs. Vous ne le voyez pas en Amérique du Nord ou du Sud. Vous ne le voyez pas non plus en Europe, c'est sûr. Habituellement, les écrivains ont un esprit très compétitif vis-à-vis des autres. Cette 3e édition du Congrès des écrivains de la Caraïbe, organisée sous l'égide du Conseil régional de la Guadeloupe, a su, comme le dit Madame Cassie Bambuc, harmoniser les imaginaires caribéens. Les prix qui ont été décernés ont été des prix d'Antica pour son livre sur Créer dangereusement, un Colombien, et également Scott, un livre donc en langue anglaise. Et c'est des univers distincts, mais il y a toujours cette résonance caribéenne. Donc c'est ça qui fait le succès de à mon avis, de ce congrès, c'est que nous sommes arrivés finalement à harmoniser hors la langue, je dirais, les imaginaires caribéens.